Alors, par les temps qui courent, pas toujours facile de parler d'Europe. Carrément un vrai défi d'aborder le droit européen. Alors là où les fiscalités de l'Union européenne, après le déjeuner, comment vous dire? Alors la meilleure comparaison que j'ai trouvée, c'est vendre des choux de Bruxelles vapeur dans un magasin de macarons. Alors pour relever ce défi, Alexandre Métro de la Motte, qui est professeur de droit fiscal à l'université Paris-Est Créteil, et rassurez-vous, il veille à rendre le droit fiscal le plus pragmatique possible. Il va même jusqu'à faire plancher ses étudiants sur le cas pratique des enjeux fiscaux du transfert de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid. Alors en ce moment, c'est plus la question de l'accès aux soins dans un autre État membre après un nez cassé qui se pose. Je ne sais pas s'il sera en capacité de répondre sur ce volet, mais il est aussi l'auteur du manuel de droit fiscal de l'Union européenne qui vient de sortir par les éditions Bruylant-Larcier. Vous avez aussi Tristan Le Squezec, bien connu à Bordeaux, avocat spécialisé en droit fiscal, particulièrement en contentieux fiscal. Et il a cette particularité de la double compétence, puisqu'il est compétence juridique et économique, puisqu'il est aussi diplômé de l'École supérieure de commerce de Bordeaux. J'ai essayé de trouver une blague à faire autour du fait qu'il conduit des avions et qu'il traverse des frontières de l'Union européenne très régulièrement sous l'angle liberté de circulation des personnes. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de mon idée, mais c'est dit. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'Enrico Letta, ou pas. C'est l'ancien chef du gouvernement italien à qui les institutions européennes ont commandé un rapport d'évaluation sur l'état et l'achèvement du marché unique de l'Union européenne. Donc, il vient de sortir, nous, dans la sphère bruxelloise, c'était hyper attendu, le rapport, ça s'appelle « Plus qu'un marché unique ». C'est quoi en anglais déjà? Enfin bref, plus qu'un marché unique, c'était le rapport qui a... Tout le monde s'est agité. Dans les principales recommandations, c'est d'avancer sur le marché des services d'assurance et bancaires, qui sont aujourd'hui encore le domaine où le marché des services est le plus fragmenté. Mais par contre, étonnamment, curieusement, rien sur les enjeux et les questions de fiscalité dans le marché unique. Et pourtant, on peut se poser pas mal de questions auxquelles Alexandre et Tristan vont répondre. Est-ce qu'il existe encore des obstacles fiscaux à un marché unique parfaitement fluide? Est-ce qu'il y a encore, sous certaines formes, des restrictions fiscales à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services, des capitaux? Est-ce que les entreprises se trouvent encore confrontées à des situations de double imposition, encore aujourd'hui? Comment est-ce que les aides d'État sous forme fiscale sont-elles encadrées au niveau européen? Et donc, pour essayer d'y répondre, Alexandre Métro de la Motte, plutôt pour le cadre existant, et Tristan Le Squezec pour apporter aussi des exemples concrets de mise en œuvre dans ce cadre européen. Merci beaucoup. On va peut-être donc passer à la première diapositive sur l'état du droit aujourd'hui. Donc la diapo suivante. Ah, c'est moi qui dois le faire, d'accord. Je veux bien. Voilà. Donc l'idée, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fiscalistes dans la salle, et l'objectif, c'est pas du tout de vous faire un cours de fiscalité, mais d'essayer à travers l'exemple fiscal et à travers des exemples assez concrets et le plus simple possible, de vous faire comprendre quelles peuvent être les conséquences de l'application du droit de l'Union européenne sur toute discipline juridique à consonance et économique. Et l'idée, donc, avec cette première diapositive, c'est de montrer justement comment il peut exister aujourd'hui un droit fiscal de l'Union européenne, alors même que les compétences qui sont reconnues à l'Union européenne par le traité sur l'Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont relativement réduites. Le panorama figure ici. Il y a deux formes, ce que j'appelle l'intégration, c'est-à-dire le rapprochement des fiscalités nationales. Il n'y a pas d'impôts européens aujourd'hui, c'est uniquement des impôts nationaux qui sont dans différentes mesures régies par le droit de l'Union européenne. Comment est-ce que ces impositions, comment ces droits nationaux se rapprochent, et comment est-ce qu'ils vont être érodés, comment est-ce qu'ils vont être modifiés en raison de l'application de normes européennes qui sont des normes supérieures du droit primaire ou du droit dérivé. Il y a deux mouvements qu'on peut identifier de façon classique. Ce que j'appelle l'intégration négative, c'est-à-dire en fait des obligations de ne pas faire. C'est en fait des interdictions pour les États. Ne pas discriminer, ne pas porter atteinte à la libre circulation, ne pas
consacrée d'atteinte à la libre concurrence au moyen d'aides d'État. Alors j'ajoute, parce qu'on parle de fiscalité sous forme fiscale, mais je pourrais m'arrêter là. C'est-à-dire que ce que je vais dire dans cette description de l'intégration négative, c'est valable en matière fiscale, mais ça pourrait être valable dans toute autre matière. Et c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Et puis le deuxième mouvement, c'est un mouvement qu'on qualifie d'intégration positive. Là, cette fois-ci, les États ont des obligations de faire. Ils ont des obligations d'harmoniser. Donc on va donner des exemples en matière de TVA. La TVA, elle fonctionne de la même façon en France, en Belgique, en Allemagne, etc., dans les grandes lignes. Ils ont des obligations d'éliminer les doubles impositions. Il y a des directives ad hoc. Ils ont aussi des obligations de coopérer, et on va voir que ça a des conséquences sur les avocats, en particulier dans le cadre de l'échange automatique d'informations qui a été développé par différentes directives. Je ne sais pas si ce qu'on appelle DAC, Directive on Administrative Cooperation, ça vous dit quelque chose, mais il y a eu notamment la fameuse DAC 6, la 6e modification de la directive, qui est à l'origine d'obligations extrêmement importantes sur les aviseurs fiscaux. Pour le dire très rapidement, je vais commenter chacune des lignes en une phrase, pas plus. La libre circulation des marchandises, là, c'est vraiment la seule chose qui est explicitement en matière fiscale prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et historiquement par le traité de Rome. Et il n'y a pratiquement plus d'application aujourd'hui, c'est-à-dire que les États respectent naturellement ces obligations, il n'y a pratiquement plus de contentieux. C'est historiquement l'interdiction des droits de douane. Et puis à partir du moment où les droits de douane sont interdits, comment est-ce que les États vont contourner ? En établissant ce qu'on appelle des taxes d'effet équivalent à des droits de douane. Donc le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'interdit. Puisqu'on n'a pas le droit de taxer à la frontière, qu'est-ce qu'on va faire ? On va taxer après le franchissement de la frontière. Au lieu de taxer les véhicules allemands importés en France quand ils franchissent la frontière, puisqu'il n'y a plus de frontière, on va mettre en place des systèmes de taxes sur les matriculations en disant que les grosses berlines seront taxées proportionnellement de façon beaucoup plus importante que les petites voitures françaises. C'est une imposition intérieure discriminatoire ou protectrice. Et donc, en matière de libre circulation des marchandises, il y a, parce que l'objectif, on a parlé de marché intérieur ou à l'époque de marché commun, l'objectif de la construction d'un marché sans frontières. L'essentiel des questions est réglé depuis la fin des années 1980, en matière de fiscalité des tabacs, des alcools, des véhicules automobiles, etc. À partir des années 90, les questions qui sont posées dans la jurisprudence de la Cour de justice, ça a été la deuxième ligne, c'est la question de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Et là, il y a deux façons de voir les choses. Et ceci est valable en matière fiscale comme en matière non fiscale. On peut avoir une approche par les compétences, en disant il n'y a pas de compétence fiscale qui appartient à l'Union européenne, donc le droit de l'Union européenne ne s'applique pas aux impôts directs. J'ai cité des dispositions du traité sur la première ligne. Je ne peux pas citer de dispositions spécifiques sur la fiscalité directe pour dire je n'ai pas le droit de restreindre la liberté de circulation des personnes, des services, des capitaux au moyen de mesures de fiscalité directe. Néanmoins, la Cour de justice, il y a un arrêt extrêmement important, c'est l'arrêt Schumacher de 1995, et la formule qu'utilise la Cour de justice, que je vais vous donner, est reprise dans beaucoup d'autres disciplines, c'est la suivante. C'est de dire que si les États membres sont exclusivement compétents, ils doivent néanmoins exercer cette compétence dans le respect du droit de l'Union européenne. Et c'est valable en matière fiscale, c'est valable en matière sociale, c'est valable en réalité dans toutes les disciplines dans lesquelles il n'y a pas d'harmonisation. Vous n'avez pas d'obligation de faire, mais ça ne veut pas dire que vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous voulez un impôt sur les sociétés, allez-y. Vous ne voulez pas d'impôt sur les sociétés, vous êtes libre. En revanche, si vous créez un impôt sur les sociétés, vous ne pouvez pas dire qu'il y aura un impôt sur les sociétés qui pèsera plus lourdement sur les sociétés allemandes que sur les sociétés françaises. Parce que là, c'est discriminatoire, ça porte atteinte à la libre circulation. Et donc il y a bien cette idée selon laquelle, finalement, il y a des libertés générales de circulation, et elles sont à l'origine d'interdictions pour les États, même s'il n'y a pas de compétence de l'Union européenne dans ces disciplines-là. On retrouve la même chose ensuite au sujet des aides d'État. C'est la troisième ligne, le contrôle des aides d'État sous forme fiscale. L'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit les aides d'État qui n'ont pas été autorisées préalablement par la Commission européenne. Et l'idée, c'est d'éviter toutes les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. Bien, là encore, si vous lisez l'article 107, il n'y a rien sur la fiscalité. Donc, si on retient l'approche par la compétence, et là encore, c'est valable en matière fiscale, c'est valable dans tous les autres domaines, on pourrait tout à fait dire, il n'y a pas de compétence de l'Union européenne, donc le droit de l'Union européenne ne s'applique pas. C'est exactement le contraire. Là encore, la Cour de justice dit, si les États sont exclusivement compétents, néanmoins, il n'y a pas, dans l'article 107, de dérogation en matière fiscale. Et la Cour de justice dit, sont prohibées les aides d'État
sous quelque forme que ce soit. Autrement dit, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit non fiscale. Et donc ce qu'on voit à travers ces exemples fiscaux d'intégration négative, c'est que finalement, il y a des libertés générales, elles ont vocation à s'appliquer en toute matière. Pour le résumer en une phrase, alors j'en suis très content parce que c'est une phrase qui était dans le manuel dont vous parliez tout à l'heure et qui était reprise dans la jurisprudence de la Cour de justice, c'est l'idée selon laquelle finalement le champ du droit de l'Union européenne, le champ des libertés économiques, est plus large que les compétences de l'Union européenne. C'est pas parce qu'il n'y a pas de compétences que aucune règle européenne ne s'applique. Simplement, ici, c'est des obligations de ne pas faire, l'interdiction de discriminer, l'interdiction de porter atteinte à la libre circulation, l'interdiction de fausser la concurrence en aidant, je reprends les termes de l'article 107 du traité, certaines entreprises ou certaines productions. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement d'intégration positive avec 3 plans importants, l'harmonisation, l'élimination des doubles impositions, la coopération. Sur l'harmonisation, les impôts indirects sont fortement harmonisés, TVA, droit d'accise. En matière d'impôts directs, il y a des projets dont on parlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas de règles, pas d'obligation de faire en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, etc. L'élimination des doubles impositions, je passe très vite parce que c'est des directives très techniques. Fusion, mère filiale, intérêt redevance. L'objectif, c'est en matière d'impôts directs, parce qu'ils ne sont pas harmonisés, d'éviter néanmoins que certaines situations donnent lieu au paiement d'une imposition dans 2 États. Et donc, dans certaines situations qui ont été appréhendées, les doubles impositions sont réglementées. Et alors là, ça devient du jargon, donc je vais m'arrêter immédiatement là. C'est de dire, on choisit entre l'état de la source ou l'état de résidence, celui qui va éliminer la double imposition et celui qui va pouvoir conserver l'imposition. J'ai un dividende versé depuis la France vers l'Allemagne, on s'organise pour dire, voilà, c'est la France ou c'est l'Allemagne qui va taxer. Et puis, le troisième mouvement, la troisième obligation de faire pour les États, c'est une obligation de coopération fiscale. Principalement une coopération administrative. Je ne vais pas développer la coopération politique, même si elle est assez intéressante sur la question de la lutte contre les paradis fiscaux, par exemple. Mais d'un point de vue administratif, c'est des obligations d'échange de renseignements entre les États. Et en fait, c'est la contrepartie légitime de la liberté de circulation. Je suis autorisé, il y a une liberté de circulation des capitaux, j'ouvrirai un compte au Luxembourg. Puis ça tombe bien, je suis résident français. Donc, en cachant mon argent au Luxembourg, je ne paierai pas d'impôts ni en France, ni au Luxembourg. Pour éviter ça, il y a un système d'échange automatique d'informations qui est organisé, qui prévoit que la banque luxembourgeoise devra collecter des informations me concernant et les communiquer à l'administration luxembourgeoise. Et après, il y a un échange automatique avec l'administration fiscale française, ce qui fait qu'il y a quelques semaines, quand j'ai reçu ma déclaration d'impôt à remplir, était déjà pré-rempli le fait que j'avais perçu des intérêts sur mon compte au Luxembourg. Donc ça fonctionne de cette façon-là. Et après, il y a une question importante sur laquelle on reviendra tout à l'heure et qui va vraiment intéresser les avocats, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on collecte. Là, on a envisagé une banque qui collectait des informations. Mais vous avez un client qui vient vous voir. Qu'est-ce que vous devez communiquer comme information? Il vient vous voir en vous demandant de lui conseiller de faire un montage frauduleux. Ou il vient vous voir en disant qu'il a commis un montage frauduleux, qu'il veut échapper à l'impôt de telle et telle façon. Mais quelles sont les obligations et quelles vont être les conséquences et les limites par rapport au métier d'avocat? C'est la fameuse DACSIS dont on parlera tout à l'heure. Voilà pour le cadre. Peut-être déjà, si vous avez des questions sur ce cadre que j'ai dressé à grands traits. Je n'ai pas encore parlé, parce qu'on va parler après de la Charte des droits fondamentaux. C'est un sujet extrêmement important. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à les poser. Et sinon, Tristan... Ça marche, oui. Oui, alors du point de vue de l'avocat que je suis... Ces 2 mouvements, pour moi, se traduisent par les 2 facettes de notre métier. L'intégration négative étant plutôt le côté contentieux des choses, puisque c'est une obligation de ne pas faire. Donc on va pouvoir s'en servir pour dire que l'État a pris une disposition législative qui est contraire donc, au droit européen. On y reviendra. Et l'intégration positive est plutôt le côté conseil, puisqu'on est sur des règles qu'il va falloir mettre en œuvre et conseiller au mieux, évidemment, les clients. Pour une vision, je dirais, plus terre-à-terre des choses, pour moi, avocat fiscaliste, on utilise
finalement quelques-unes de ces directives, et on perd d'ailleurs parfois de vue que c'est une origine européenne. Bien sûr, on ne peut pas éviter de parler de la TVA, puisque la TVA est le seul impôt européen. Donc à chaque fois qu'on fait de la TVA, on fait du droit européen. Et donc, sur ce plan-là, ce qui est intéressant pour notre profession, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équivalents d'ailleurs dans d'autres domaines du droit, mais voilà un domaine où, quand vous connaissez les règles de TVA applicables en France, c'est un petit miracle parce que vous les connaissez aussi pour les résidents allemands, vous les connaissez pour les résidents espagnols, vous les connaissez pour les résidents grecs. Et vous pouvez être amené à faire du conseil pour des entreprises françaises qui vont ouvrir une filiale, par exemple, en Grèce, en Allemagne, en Lituanie, où vous voulez. Alors, bien sûr, il y a quelques petites différences auxquelles il faut faire attention dans les différents pays, puisqu'il y a des pays qui ont mis des réserves sur certains points. Bon. Mais c'est tout à fait abordable, et c'est un domaine, une extension de business, j'allais dire, de notre métier sur des pays européens. Ça, c'est quand même très intéressant. La deuxième chose que je voulais vous dire, qui n'a pas vraiment de lien, mais sur la TVA, c'est que aujourd'hui, vous avez des obligations assez fortes de compliance, comme on dit, c'est-à-dire de compliance, voilà. À force d'utiliser des mots anglo-saxons, on finit par perdre de conformité, merci, de conformité. Et notamment dans la perspective de la mise en place de la facturation électronique, vous avez des obligations de vérification des numéros de TVA intracommunautaires de vos clients et de vos fournisseurs. Aujourd'hui, la vérification de ce numéro est presque un préalable pour éviter d'être pris dans un circuit de fraude. L'administration fiscale vous dirait ah, mais vous n'avez pas vérifié le numéro. Si vous aviez vérifié, vous auriez bien vu qu'il était refusé par l'administration, je ne sais pas moi, irlandaise ou l'administration danoise. Et donc, pour mettre en place ça, la Commission européenne a un outil accessible à tous, qui s'appelle VIES, les quatre lettres qui veulent dire quelque chose, mais évidemment j'ai oublié de le noter, qui est donc un système, le S ça doit être pour système, c'est un système de vérification, donc vous entrez votre numéro de TVA intracommunautaire et vous avez immédiatement la réponse pour savoir s'il est valable ou s'il n'est pas valable. Et c'est la Commission européenne, je trouve que je voulais vous parler de cet exemple parce que c'est vraiment un lien. Alors, il n'y en a pas énormément des liens très pratiques comme ça entre le citoyen que nous sommes et les institutions européennes. Mais là, voilà un outil mis à disposition, utilisable. Vous tapez sur Internet VIES, vous tombez sur le site de la Commission européenne qui vous permet de faire cette vérification. Dans les autres textes qu'on utilise, le régime des fusions, bien sûr, ça c'est un régime qui vient d'une directive européenne. Il y a aussi le régime des sociétés mères et filles. Je vous en dis un mot parce qu'il y a un élément intéressant là-dedans. Vous savez, vous ne savez pas, mais que les dividendes qui remontent d'une société filiale dans une société mère ne sont quasiment pas taxés. Ils sont exonérés sous l'imposition d'une quote-part de frais et charges de 5%. À côté de ça, vous avez un autre régime qui est franco-français, qui est que lorsque vous cédez des titres de participation, vous êtes aussi exonéré à l'origine avec contre l'imposition d'une quote-part de frais et charges également de 5%. Et il s'est trouvé, comme toutes les frontières, tous les limites fiscales, que un gouvernement est passé par là et s'est dit tiens, on va pouvoir récupérer un peu de budget en augmentant ces 5 à, en l'occurrence, 12%. Donc aujourd'hui, l'exonération sur les titres de participation, elle est limitée par l'imposition de cette quote-part de frais et charges qui est montée à 12%. Alors, ils ont voulu faire la même chose sur les 5% du régime des sociétés mère-fille. Puis là, ils sont heurtés à un os, puisqu'il y a cette directive qui, pour être modifiée, nécessite l'unanimité de tous les pays européens. Et donc, dans cette approche-là, vous avez finalement une protection de l'Europe qui est très probablement bienvenue dans cette période d'incertitude. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est la clause anti-abus. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, vous avez des directives qui s'appellent ATAD, donc elles ont toutes des petits noms. Celle-là s'appelle ATAD, comme
c'est toujours au moment où on cherche... Anti-tax avoidance directive. Merci. Et qui a posé un principe, et d'ailleurs c'est marrant quand on lit l'article du Code général des impôts qui se réfère à ça, c'est vraiment un libellé très, très européen, j'allais dire, qui en gros dit, quand vous mettez en place un montage ou une série de montages qui n'ont pas de substance, eh bien on va pouvoir écarter ce montage et taxer comme si il n'existait pas. Donc ça, c'est un article du Code général des impôts qui vient de cette directive ATAD et qui a donné lieu à, parce que c'était limité à l'impôt sur les sociétés, qui a donné lieu à la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui le mini-abus de droit, pour étendre cette disposition, cette clause anti-abus de l'IS vers l'ensemble des impositions. Donc voilà un autre exemple de l'influence du droit européen sur nos impositions franco-françaises. Alors, de mon point de vue plutôt novice ou non initié, on voit souvent passer ce système des fraudes à la TVA de type carrousel. On a vu des reportages là-dessus et je me demandais si vous pouviez l'un et l'autre en dire un petit mot parce qu'il y a des reportages sur cette fraude à la TVA dans l'Union européenne de type carrousel. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple en fait. C'est des sociétés qui sont liées d'une manière ou d'une autre. Et une société dans un pays émet une facture avec de la TVA déductible. Celle qui la reçoit déduit ne paye pas la TVA à celle qui a émise la facture. Et la société qui a émise la facture ne paye évidemment pas la TVA à l'administration fiscale dont elle dépend. Alors, c'est la version simplifiée du schéma. Évidemment, c'est beaucoup mieux si vous augmentez le nombre de pays et le nombre de flux. Mais basiquement, c'est une société en fait qui va faire des factures qui sont fictives. Parfois, elles le sont pas. Elles sont parfois basées. Alors, ça a très bien marché sur la taxe carbone parce que c'était totalement dématérialisé. Donc, il n'y avait pas besoin de flux de marchandises. Mais beaucoup ont utilisé ça avec des ventes de téléphones portables, des petits objets de télécom. Mais basiquement, c'est une société qui ne reverse pas la TVA et une autre société qui va la déduire et dont elle va demander le remboursement éventuellement à l'administration de son propre pays. Voilà, alors c'est carrousel parce qu'effectivement, normalement, pour que ça soit bien efficace, il faut quand même un certain nombre de sociétés. Et c'est là où vous avez l'importance de la vérification de numéro de numéro de TVA intracommunautaire, parce qu'évidemment, dès qu'une administration fiscale d'un pays se rend compte qu'il y a une société qui n'a pas payé sa TVA, elle le met sur son numéro sur la liste rouge. Et vous, si vous êtes au milieu de tout ça, vous avez intérêt donc à vérifier ce point. Alors, les autorités européennes ne sont pas restées inactives, évidemment. Je vous ai parlé tout à l'heure de la coopération fiscale. Il y a un règlement qui est aujourd'hui un règlement de 2012 qui organise les conditions dans lesquelles les administrations fiscales vont coopérer, précisément pour éviter qu'on dise dans un État voilà la TVA que je veux déduire, remboursez-moi. Et puis qu'on dise à cet État, rassurez-vous, nous avons déclaré de la TVA qu'on va payer dans l'autre État qui n'a jamais été payée. Et donc on voit ici typiquement l'intérêt, dans le cadre d'un marché unique, d'avoir des systèmes d'échange d'informations en matière fiscale entre les administrations des différents États. Pour éviter ce type de fraude, avant d'accorder le droit à déduction, on va vérifier avec l'administration fiscale de l'autre État que la TVA a bien été payée dans cet autre État. Et évidemment, à partir du moment où on commence à collecter des informations, à partir du moment où on commence à les échanger, la question qui se pose, c'est celle des limitations aux libertés des contribuables, qui est un sujet extrêmement important à l'heure actuelle. Oui, alors on peut, je ne sais pas si on a le temps ou pas de développer ce qu'il y a sur la diapositive intermédiaire, qui est la jurisprudence BA, parce qu'on avait prévu un cas pratique tiré d'une jurisprudence récente de la Cour de justice. On peut peut-être le présenter rapidement. Ça vaut le coup quand même, oui. Oui, donc là, c'est la séquence où on vous propose d'examiner comment actionner les droits fondamentaux protégés au niveau européen dans les contentieux fiscaux. Ouais. Alors, on est sur la RBA ou on est sur le... Oui. Parce qu'il est sur la liberté de circulation, mais c'est 2 slides avant. Pardon. Et donc, faudrait le... J'arrive pas à le... Donc, c'est
Ouais, c'est entre les deux en fait. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est je une- sais, ça saute. Voilà, c'est On voilà. l'a. Donc peut-être avant de voir ces questions de lutte contre la fraude, peut-être la question des libertés fondamentales. On a parlé tout à l'heure justement des libertés européennes de circulation qui s'appliquaient en matière en matière fiscale. Dans la jurisprudence de la Cour de justice, il y a un arrêt récent. Alors il est considéré d'ailleurs comme grand arrêt par la Cour de justice dans la liste des grands arrêts qu'elle publie chaque année. Si vous lisez ce qui figure sur la diapositive, vous ne comprenez rien et c'est tout à fait normal. Et donc, on va essayer de simplifier les choses et de vous résumer l'arrêt pour vous montrer en fait un certain nombre d'enjeux du droit de l'Union européenne. Alors, je vais peut-être commencer en indiquant en quoi consistent les faits, puis on va dialoguer pour voir finalement comment est-ce que la Cour de justice appréhende d'une part les arguments du contribuable qui dit mais ce qui se passe ici est absolument scandaleux, et d'autre part ce que dit l'État en disant mais non, la discrimination que je vais instaurer est une discrimination tout à fait normale. Alors, pour le dire très brièvement et pour résumer la solution, une personne dans un État, en l'occurrence en Allemagne, dans le cadre d'une succession, va bénéficier d'un abattement fiscal, donc va être imposé sur seulement 90%. On va le dire brièvement, va payer, toutes choses étant égales par ailleurs, moins d'impôts que si jamais l'immeuble est situé au Canada. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir si ceci est compatible avec le droit de l'Union européenne ou pas. Est-ce que l'Allemagne peut dire, dans une succession, si l'immeuble est allemand, vous payez moins d'impôts que si l'immeuble est un immeuble qui est situé au Canada? Alors, quel est le réflexe du contribuable? Qu'est-ce qu'il doit faire quand il est face à cette situation? Et qu'est-ce que l'avocat doit dire à ce contribuable? Quel est le réflexe européen qu'il faut avoir? D'abord, on se dit, c'est pas normal. Pour le dire gentiment. Et ça, c'est important. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est pas normal. C'est même dégueulasse, on peut le dire. Et c'est de cette indignation, je pense, que naît la recherche du fondement sur lequel on va aller se baser, puisqu'on constate que, en fait, on est en train de constater qu'il y a une discrimination, et ça, c'est vraiment pas normal. Donc, à partir de là, on se dit, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Alors, il y a bien une restriction. Est-ce qu'il y a bien d'abord une discrimination? Oui, il y a une discrimination. Il y a une discrimination. Est-ce que maintenant, cette discrimination peut être justifiée? Peut-être même avant. Ce qui est important sur les discriminations, c'est d'arriver à trouver la base juridique qui va permettre de les combattre. Parce qu'en fait, c'est pas les discriminations qui sont interdites en droit de l'Union européenne, c'est des discriminations selon la nationalité. Pas de nationalité pour l'immeuble. Mon contribuable, il est résident allemand dans les deux cas. Et la conséquence, c'est qu'en droit de l'Union, la manière de combattre les discriminations, c'est de dire cette discrimination restreint la liberté de circulation. En fait, la personne qui avait investi, elle était préalablement, avant de décéder, dissuadée d'aller investir et d'aller placer ses capitaux au Canada. Si j'achète un immeuble en Allemagne, ma succession sera plus lourdement taxée que si j'achète un immeuble en Allemagne. Et donc, la conséquence de cette discrimination, c'est une restriction à la libre circulation. Et là, vous êtes en train de dire, ils sont quand même un peu bizarres parce qu'ils nous parlent du Canada. Que je sache, le Canada n'est pas dans l'Union européenne. Et intervient ici une liberté particulière qui est la liberté de circulation des capitaux et des moyens de paiement. Tout à l'heure, on a parlé de plusieurs libertés. Liberté d'établissement pour les entreprises, liberté de circulation des travailleurs, liberté de prestation des services. Le champ géographique de ces libertés, c'est les États membres. Et donc, si on porte atteinte au droit d'un travailleur d'aller travailler au Canada, ce n'est pas interdit par le droit de l'Union européenne. C'est choquant, c'est gênant, mais il faudra trouver un autre fondement que le droit de l'Union. En tout cas, que ceux dont on est en train de parler. En revanche, la liberté de circulation des capitaux, elle est étendue de façon unilatérale aux pays tiers, c'est-à-dire sans contrepartie. On n'a pas le droit de discriminer les investissements vers le Canada. En revanche, le Canada fait ce qu'il veut puisqu'il n'est pas membre de l'Union européenne. Ça, c'est intervenu quand? C'est intervenu en 1993, ou plutôt à partir de 1993. C'est-à-dire, en fait, au moment de la mise en place de la monnaie unique et du traité de Maastricht. L'idée, c'était d'être capable, avec cette liberté de circulation des capitaux, de donner des garanties favorables à la monnaie unique. Et c'est à ce moment-là que finalement il y a une sorte de désarmement unilatéral de la part de l'Union européenne. Et donc, qu'ont dit les États membres, ils ont dit on va introduire une clause de gel. Autrement dit, les discriminations qui existaient avant 1993 avec les pays tiers, on peut les maintenir. Celles qui sont créées postérieurement à 1993, on ne peut pas les créer, on ne peut pas les maintenir. Et donc, la Cour de justice, ici,
Ça a été invoqué par le gouvernement allemand. Le gouvernement allemand dit écoutez, clause de gel. La Cour de justice dit écoutez, votre réglementation elle existe depuis 2001, donc la clause de gel ne fonctionne pas. Et là, le gouvernement allemand se dit dans ce cas-là, il faut que je trouve autre chose. Et je vais me poser la question, je rends la parole, de savoir si il y a une justification. Après tout, je peux, dans certains cas, justifier les discriminations, les restrictions. Et donc, c'est la question qui a été posée à la Cour. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet arrêt-là est considéré comme un grand arrêt par la Cour de justice. C'est la reconnaissance d'une nouvelle raison impérieuse d'intérêt général. Donc la question, c'est alors quelles sont les justifications qui peuvent être apportées quand on est le gouvernement allemand. La première à laquelle on peut penser, c'est non, mais attendez, les situations ne sont pas du tout comparables. Les situations ne sont pas comparables parce qu'avoir un immeuble au Canada et avoir un immeuble, avoir un immeuble en Allemagne, c'est pas du tout la même chose. La question était aussi de savoir quel était le type d'exploitation qui était faite. En fait, ils ont un petit peu cherché manifestement à essayer de justifier une discrimination par un type d'exploitation, parce qu'on retrouve en l'occurrence c'était de la location nue, si je ne me trompe. Et dans les deux cas, l'exploitation était, il n'y avait pas de différence qui pouvait justifier la chose. Donc, est-ce que les deux situations sont comparables? Le gouvernement allemand répondait non, mais ce n'est pas ce qu'a dit la Cour. La Cour de justice, en réalité, estime que quand on doit comparer des situations, on va toujours se poser la question de l'objectif de la législation qui est utilisée. Ce n'est pas en soi qu'on va comparer les situations, c'est par rapport à l'objectif. Et ça renvoie aussi, par conséquent, à la question ensuite de la raison impérieuse d'intérêt général. La Cour de justice dit, oui, dans certains cas, les États doivent encore, au moyen de l'outil fiscal, être capables de mener des politiques en matière de logement, par exemple. Et donc ici, la Cour de justice dit, les situations sont bien comparables, parce que finalement, ce qu'on est en train de regarder, c'est un investissement. Donc, que je fasse mon investissement au Canada ou que je fasse mon investissement en Allemagne, c'est exactement la même chose. En revanche, après, cette discrimination peut être justifiée par le fait que l'État veut mener une politique en faveur du logement. Et ça fait partie des 5 raisons impérieuses d'intérêt général qui sont reconnues par la Cour de justice. Les autres sont des raisons essentiellement liées soit à des considérations d'équité qu'on essaie de déguiser autrement, soit à des considérations de lutte contre l'évasion fiscale internationale, par exemple la lutte contre les montages purement artificiels. Et ici, la Cour de justice dit, dès lors que l'objectif de la législation est un objectif en faveur de la politique du logement, on va reconnaître qu'il y a une raison impérieuse d'intérêt général. Et puis on arrive ensuite au dernier stade. En fait, le raisonnement de la Cour de justice est toujours le même. J'examine une liberté, je me pose la question de la comparabilité des situations. S'il y a discrimination, j'examine ensuite la possibilité de justifier par des considérations d'ordre public ou par des raisons impérieuses d'intérêt général. Et puis ensuite, c'est pas le tout d'invoquer cette raison impérieuse d'intérêt général. Et c'est peut-être ici une grande différence entre la Cour de justice et puis les juridictions qu'on connaît dans notre ordre interne. Et je pense sur des problématiques similaires, par exemple, au Conseil constitutionnel. La Cour de justice ensuite mène ce qu'on appelle un contrôle de la proportionnalité. Autrement dit, est-ce que la restriction est proportionnée par rapport à l'objectif qu'elle poursuit? C'est pas simplement j'ai invoqué la lutte contre la fraude fiscale, je fais ce que je veux. J'ai invoqué la lutte contre la fraude fiscale, très bien. J'ai invoqué ici la volonté de promouvoir une politique en matière de logement, très bien. Est-ce que cette restriction était le meilleur moyen d'y arriver? Est-ce que ça n'est pas quelque chose de trop général? Est-ce que ça n'est pas quelque chose de trop absolu? Est-ce que ça n'est pas quelque chose de trop contraignant par rapport à l'objectif que je souhaite atteindre? Et c'est un contrôle très concret qui est effectué ici par la Cour de justice, au regard évidemment des arguments des uns et des autres. Et en l'espèce, la Cour de justice a dit in fine, à l'Allemagne, certes, dans son principe, la justification que vous invoquez fonctionne, mais au cas particulier, c'est quelque chose de disproportionné. Vous aviez des moyens moins contraignants que cette discrimination absolue pour atteindre votre objectif en matière de logement. Et ça, c'est un élément extrêmement important. On essaiera de vous parler tout à l'heure des stratégies contentieuses qu'on peut avoir, parce que les droits qu'on va mobiliser, la question de l'égalité, la question de la propriété, la question de la protection de l'avocat, c'est reconnu par l'ensemble des juridictions. Simplement, elles n'ont pas les mêmes raisonnements juridiques. Ce n'est pas les mêmes procédures, ce n'est pas les mêmes sensibilités. Et une spécificité de la Cour de justice par rapport à d'autres juridictions, nos juridictions nationales, en particulier le Conseil constitutionnel, puisque c'est lui qui protège les droits et les libertés que la Constitution garantit, ou bien la Cour européenne des droits de l'homme, l'une des grandes spécificités de la Cour de justice, c'est qu'elle exerce ce contrôle de la proportionnalité. Elle ne se contente pas de dire « vous avez invoqué une justification, très bien ».
vous avez aucune justification. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens davantage proportionnés d'atteindre le résultat que vous invoquez? Et ici, la Cour dit, nouvelle justification, très bien, mais c'était disproportionné, il y avait d'autres moyens moins contraignants. Il faut dire que le gouvernement n'avait pas été... Enfin, l'examen de cet argument sur la politique sociale tombait assez rapidement à l'eau. La Cour explique que cette politique, elle n'est pas différenciée selon le territoire, elle n'est pas différenciée selon les tensions qu'il peut y avoir. Il n'y a pas de particularité selon qu'on est dans une grande ville ou à la campagne. Enfin, il n'y avait pas il n'y avait pas une véritable politique de logement social qui aurait pu être compréhensible parce que c'était différencié selon la localisation. Or là, justement, la localisation, c'était une autre localisation. Il n'y a pas de différence à faire particulière puisque la politique n'en faisait pas. Donc cet argument tombait effectivement à l'eau. Ils auraient une politique très ciblée sur les grandes villes, justement, en disant, il y a une différence. On a un abattement, par exemple, spécifique quand on est dans une grande ville que quand on est à la campagne. Il y avait une justification qui était un peu plus claire. Mais là, ça tombait à l'eau, en fait. Eh ben, on passe à DAC. On passe à DAC 6. Sur donc la défense des droits fondamentaux, avec quelques exemples, dont effectivement cette histoire de DAC 6. Non, c'est avant. Voilà. Yes. Alors, oui, donc au niveau européen, depuis 2011, afin de rendre plus effective et efficace cette coopération administrative dans le domaine fiscal, il y a eu toute une série de DAC, DAC 1, DAC 2, DAC 3, DAC, Directive on Administrative Cooperation, DAC. Et la dernière, non, c'est pas la dernière d'ailleurs, la DAC 6. Donc on a, la DAC 8 et puis il y a des DAC 9 et 10 dans les cartons. Voilà. Alors en particulier la DAC 6, elle vise, vous allez l'expliquer plus en détail, à renforcer la transparence fiscale et à lutter contre l'évasion fiscale agressive. Et elle oblige les intermédiaires, on va les déterminer, à déclarer aux autorités fiscales certaines opérations transfrontalières potentiellement agressives sur le plan fiscal. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur, et notamment sur les craintes que ce texte suscite en termes d'atteinte au secret professionnel de l'avocat? Oui, alors donc peut-être un élément pour expliquer en quoi consiste DAC 6, quel a ensuite été le recours qui a été fait par les confrères belges, et en particulier derrière cette association se cache mon ami Philippe Malherbe. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis, qu'est-ce qui est en cours, et puis quels sont les risques. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont finalement la Cour de justice, ici on va le voir à travers cet exemple, est très sensible à ce qu'est la profession d'avocat. DAC, c'est une directive qui, donc pour DAC 1, a été adoptée en 2011 et c'est une directive qui prévoit, on le disait tout à l'heure, l'échange d'informations, un échange automatique en matière fiscale. Au début, c'était uniquement les comptes bancaires qui étaient visés. C'était l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. J'ouvrais un compte au Luxembourg, et on me demandait de présenter une pièce d'identité, un justificatif de domicile, un certificat de résidence fiscale. La banque va récupérer les informations, les transmettre à l'administration fiscale luxembourgeoise, et après, il y a cet échange automatique d'informations entre la France et le Luxembourg. On voit bien ici l'objectif. Je n'ai pas profité abusivement des libertés européennes de circulation pour aller cacher mon argent ailleurs et pour ne pas payer l'impôt que je dois payer normalement en tant que résident en France. Il y a ensuite, au fur et à mesure, des scandales fiscaux en réalité. C'est-à-dire que la Commission européenne ici se sert bien, on a entendu parler des Panama Papers, d'un certain nombre les LuxLeaks, etc. Et en fait, chaque fois qu'il y a des révélations, la Commission européenne avance en disant, écoutez, il faut lutter contre ça. Je prends dans mon carton, j'ai DAC 2, j'ai DAC 3, j'ai DAC 4, et puis jusqu'à DAC 6. DAC 6, c'est l'idée, le terme là encore, c'est mal traduit de l'anglais, c'est l'idée selon laquelle ceux qu'on appelle les aviseurs fiscaux, donc ça ne concerne pas uniquement les avocats, c'est de façon plus générale tous ceux qui sont amenés à donner du conseil fiscal, alors sous des formes extrêmement variées dans l'Union européenne, parce que les professions ne sont pas toutes réglementées, et ne sont pas toutes réglementées de la même manière, mais tous ceux qui sont amenés à donner des conseils fiscaux sont amenés à collecter des informations et ont parfois des obligations
de transmission de ces informations fiscales aux administrations fiscales de leur État, qui doivent ensuite les transmettre à l'administration de l'État de résidence du contribuable. Donc typiquement, on va prendre un exemple, je suis résident français, je suis allé voir mon ami Philippe Malherbe, qui est avocat à Bruxelles, et il me donne un très bon conseil, mais il est ennuyé parce qu'il a l'obligation de le déclarer à l'administration fiscale belge, qui ensuite va connaître le schéma extrêmement sophistiqué que nous avons mis en place ensemble, ce qui rend d'ailleurs inutile le fait que je sois allé consulter un avocat. On voit bien ici toute la difficulté. C'est qu'il y a une légitimité à lutter contre les montages. On a parlé de planification fiscale agressive, on a parlé de fraude. Donc là, oui. Mais quand j'ai juste demandé un conseil, est-ce que ce que mon avocat fiscaliste à l'étranger me conseille doit être connu de la part de l'administration fiscale? Est-ce qu'on doit préventivement, au nom de la lutte contre la fraude, communiquer toutes les informations? Et la conséquence de tout ça, c'est que les dispositions de la DAC6 ont fait l'objet d'une action en Belgique, donc des recours internes ont été exercés. Une juridiction belge, je ne sais plus dans cette affaire-là si c'est la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation, a transmis une question préjudicielle à la Cour de justice et la Cour de justice a rendu la réponse qui figure derrière. On va peut-être, je vais te laisser peut-être présenter cette réponse et puis ensuite on indiquera quelles ont été les suites parce que ça concerne aussi les avocats français et on va voir comment une affaire aujourd'hui est sur le point d'être devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et je dis bien européenne, on va voir ce qui s'est passé. Il faut dire d'abord que DAC6, pour un avocat fiscaliste, c'est l'enfer. Voilà, il faut le dire. DAC6, donc, c'est révélé. Alors, en plus, c'est pour un fiscaliste, c'est révoltant forcément d'aller annoncer à l'administration fiscale des conseils qu'on est en train de donner à nos clients. Et c'est l'enfer aussi parce que vous avez un certain nombre de critères que vous devez analyser pour savoir si vous devez déclarer ou si vous ne devez pas déclarer. Imaginez que vous déclariez d'ailleurs parce que vous avez fait une fausse appréciation du critère. Donc, quand vous êtes en train de violer le secret professionnel alors que vous n'y étiez pas obligé, Madame la bâtonnière, je suis un petit peu gêné là. Donc, non, DAC6, c'est... Et vous avez une série de critères, je crois qu'il y en a 6 ou 7, avec des sous-critères. Alors, effectivement, si votre client est non résident français, par exemple, s'il monte une société qui est située dans tel ou tel endroit, alors, vous devez analyser à chaque fois... Et alors, non seulement ça, mais vous avez dû analyser les schémas que vous avez mis en place avant l'entrée en vigueur du truc. Et il y a une date, je ne sais plus quand c'était, jusqu'au 1er juillet 2023, je crois, où il fallait annoncer à l'administration tous les schémas qu'on avait pu mettre en place durant les périodes précédentes. Donc c'est un peu stressant en fait quand vous faites du conseil, sans parler de montage frauduleux, hein, on n'est pas du tout là-dessus. La plupart de nos confrères ne font pas ce genre de choses. Mais dès que vous avez un élément d'extranéité, quelque chose d'un peu particulier, pof, vous tombez dans DAC6. Bon. Donc, il était un peu important quand même qu'il y ait qu'il se passe quelque chose. Alors, la question, en fait, elle est de savoir si... parce que le système de DAC6, c'est de dire, bon, il y a quand même quelque chose de prévu sur le secret professionnel. Ceux qui sont astreints au secret professionnel n'ont pas forcément cette obligation. Mais par contre, s'ils ne l'ont pas, ils doivent avertir tous les gens qui participent au schéma que eux, ils ne déclareront pas, mais que ça serait à vous de le faire. C'est l'histoire de la patate chaude, en fait. Vous l'avez, vous la transmettez, et alors vous vous en débarrassez vite fait, hein, parce que c'est très chaud. S'il n'y a pas d'autre intermédiaire, ça retombe sur le client. Donc il faut que vous alliez dire à votre client, bon, je suis en train de vous faire un truc, en termes commerciaux, c'est pas terrible d'ailleurs, je suis en train de vous faire un truc, ça... Non, c'est pas... Non, je vous assure, c'est pas frauduleux. Hein. Non, je vous assure, mais je vais être quand même obligé de le déclarer. Enfin, c'est vous qui allez le faire, en fait. Et donc, le client, forcément, il vous dit, c'est moi qui vais le faire, mais c'est vous qui allez rédiger le truc. Hein. Voilà, donc c'est finalement sur vous que va reposer l'obligation. Alors, dans cette histoire de transmission, la question se posait de savoir si d'annoncer à un intermédiaire qui n'est pas votre client, c'est pas une violation du secret professionnel.
Clairement, si, c'est une violation du secret professionnel. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui n'est pas votre client, j'interviens pour le compte de monsieur machin. Alors, vous le savez très bien, mais je ne peux pas vous l'écrire. D'abord, parce que le nom du client fait partie du secret professionnel. Et je vous demande je vous dis que je ne vais pas déclarer, mais vous êtes obligé de déclarer. Bon, là, il y a clairement un problème. Et donc, c'est sur cette base-là qu'il y a eu d'abord un contentieux en France, qui est arrivé devant le Conseil d'État, qui a transmis cette question préjudicielle dont on vous parlait à la CJUE, mais entre-temps, donc l'ordre de Bruxelles peut-être a donc transmis à peu près la même question à la CJUE et qui a répondu écoutez, oui, ça c'est pas possible. Vous ne pouvez pas effectivement dire à un intermédiaire qui n'est pas votre client qu'il va falloir qu'il fasse qui réalise les obligations de Taxis. Ça n'est pas possible. En revanche, il n'y a aucune difficulté à ce que vous disiez à votre propre client qu'il va falloir qu'il déclare. Parce que les deux questions étaient en cause. Mais vous pouvez très bien avoir un intermédiaire qui est en réalité votre client. Parce que c'est peut-être l'intermédiaire qui est venu vous consulter pour savoir si le schéma qu'il avait imaginé, il n'est pas idiot, est-ce qu'il fonctionne. Et vous êtes au milieu du truc, et donc vous allez devoir quand même communiquer à votre intermédiaire, car c'est votre client qui a communiqué, c'est-à-dire notifier, hein, c'est plus que l'appeler au téléphone, hein, c'est notifier cette obligation de déclarer Daxis. Ce qui est intéressant, donc, c'est la réponse qu'a donnée la Cour de justice aux questions préjudicielles qui lui étaient posées par les juridictions belges. Et la Cour de justice a encore raisonné en 3 temps. Alors là, ce qui est invocable, c'est la Charte des droits fondamentaux. C'est un élément important. La Charte des droits fondamentaux, elle n'est invocable que pour autant qu'il y ait des dispositions de droit dérivés, donc une directive. C'est ce qui fait que ça fonctionne sur des questions procédurales, on va en reparler, parce que là, par exemple, il y a la directive DAC, parce que pour d'autres impositions, il y a des règles procédurales, et c'est ce qui fait que ça marche aussi en matière de TVA ou de droit d'assises, mais pas en matière d'impôt direct, parce que précisément, il n'y a pas de directive. Le raisonnement de la Cour de justice, c'est le raisonnement en 3 temps. Premièrement, en quoi consistent les libertés qui sont protégées. Et je ne vais pas résumer l'arrêt ou je ne vais pas le paraphraser. La meilleure chose que je puisse vous dire sur la manière dont la Cour de justice conçoit l'avocat, et au-delà de la question fiscale d'ailleurs, elle est exceptionnellement expliquée dans cet arrêt-là. Et au sujet de l'article 7 de la Charte, il y a des développements dans les points 29 et suivants. On n'écrira jamais mieux. Et je vous invite vraiment à les lire et à voir ce en quoi consiste exactement la profession. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Cour de justice reconnaît des spécificités, reconnaît le rôle social de l'avocat, reconnaît le droit à chacun de pouvoir être défendu, dans un certain nombre de conditions qui sont rappelées. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que la Cour de justice considère qu'elle n'a pas besoin de texte juridique pour affirmer ça. Et que ça fait partie finalement des principes généraux qu'on va retrouver dans l'ensemble des États membres. Ah bah oui, mais on veut lutter contre la fraude fiscale. Donc le deuxième temps, c'est celui de la justification. Et la Cour de justice estime qu'effectivement, il y a une légitimité des États à vouloir lutter contre la fraude fiscale et qu'on a beau reconnaître toutes les vertus à l'avocat, il y a quand même des risques que certains viennent favoriser l'évasion fiscale. Je vous rappelle d'ailleurs que la directive, elle ne vise pas l'avocat, elle vise les aviseurs fiscaux. Et d'ailleurs, il y a énormément de professions extrêmement à la marge, avec des pratiques qui sont des pratiques extrêmement douteuses. Et la question qui se pose, c'est de savoir si finalement, il n'y aurait pas une certaine légitimité à lutter contre ça. Et puis bien vient le dernier temps du raisonnement, qui est celui de la proportionnalité. Et la Cour de justice dit, il y a des droits fondamentaux qu'il faut protéger. On peut y porter atteinte pour des considérations qui sont liées à la lutte contre l'évasion fiscale, mais néanmoins, il faut le faire de façon proportionnée. Et ce que vous faites ici, au cas particulier, dans les circonstances qui ont été rappelées par Tristan, c'est disproportionné. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la totalité de la directive qui est invalidée. C'est, vous voyez, de façon très très précise, un paragraphe d'un article parmi de nombreux autres. L'affaire et les questions ne s'arrêtent pas là.
Parallèlement et en même temps, les avocats français avaient estimé également que la transposition de la DAC 6 en France ne respectait pas mieux, puisque c'est du copier-coller, ne respectait pas mieux les dispositions de la charte. Donc il y a eu également des recours. C'est le moment de faire un petit peu de stratégie contentieuse. En matière fiscale, vous savez que notre administration, la norme ultime en droit fiscal, c'est ce qu'on appelle le BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques. C'est tous les commentaires de la loi qui sont faits par l'administration fiscale. Et ce BOFIP, il a un intérêt, c'est qu'il est opposable à l'administration. Autrement dit, si l'administration commente mal, tant pis pour elle, elle avait qu'à ne pas commenter. Et l'intérêt du BOFIP, c'est qu'on peut former des recours pour excès de pouvoir, en disant, vous interprétez mal, vous devez retirer. Et donc, c'est un accélérateur de contentieux. Parce que plutôt que d'attendre de s'être fait attraper parce qu'on n'a pas fait la déclaration qui convenait, on va de façon préventive attaquer le BOFIP dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et en disant au Conseil d'État, puisqu'on va directement dans le Conseil d'État dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Et c'est ce que le Conseil d'État avait fait. Notre affaire belge est rendue entre-temps et le Conseil d'État estime que, par conséquent, il n'y a plus lieu, il faut retirer la question préjudicielle et il n'y a plus lieu d'examiner quoi que ce soit. La conséquence, parce que ça peut quand même choquer, effectivement, que le juge dise finalement il n'y a plus rien à juger, alors qu'il y a quand même un recours qui a été fait. Et donc la conséquence, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, la semaine dernière, vient d'être saisie sur le refus du Conseil d'État d'aller plus loin dans l'instruction de l'affaire qui lui a été posée. Là, ça prendra beaucoup plus de temps que d'obtenir gain de cause, mais on voit ici finalement que tous ces ordres juridiques sont en train de commencer à s'entremêler. Ce qu'on va voir également, je vais essayer de faire la transition vers le point suivant, qui est la question des droits fondamentaux. Alors il y a celui-là, puis il y a le nebis in idem après, mais on peut les traiter dans des ordres différents. Celui-là est très bien, celui-là est très bien. Et puis on fera le nebis in idem après. Voilà. Directement sur les droits fondamentaux, très bien. Alors là, j'ai une affaire récente, affaire de grande chambre, extrêmement importante, avec une coloration pénale importante. Vous connaissez le principe du nebis in idem, c'est l'interdiction pour des mêmes faits qu'il y ait des sanctions différentes. En l'occurrence, en matière fiscale, il y a un mouvement de pénalisation qui ne concerne pas que la France. Il y a des lois importantes et excessives de mon point de vue qui ont été adoptées récemment, mais la conséquence de tout ça, c'est que pour les infractions les plus graves, nous dit le Conseil constitutionnel, les contribuables peuvent être à la fois poursuivis pénalement, mais aussi faire l'objet de sanctions qui sont des sanctions administratives, c'est-à-dire prononcées par l'administration. Une majoration de base taxable. Et donc, c'est la question du nebis in idem que je traite ici. Et donc, dans ces affaires-là qu'on peut voir rapidement, on avait de la fraude fiscale en matière de droits d'assises. Vous savez, les droits d'assises, c'est les droits sur les tabacs, les alcools, etc. Pour le dire très brièvement, là, vous avez des gens qui font du trafic d'alcool. Et qui, comme toute personne qui fait du trafic d'alcool, se fait attraper par qui ? Par l'administration fiscale. Et l'administration fiscale estime que les contribuables dont il s'agit se sont rendus coupables de manquement et prononce des sanctions à l'encontre des contribuables, des sanctions administratives, en même temps que les contribuables sont poursuivis pénalement. Et c'est toute la question de savoir dans quelle mesure les sanctions pourront être cumulées. La sanction administrative dont il s'agit, c'est des mesures de fermeture de magasins pendant 15 jours. Et la question qui va être posée, c'est est-ce que ceci peut être cumulé avec des sanctions qui sont des sanctions de nature pénale ? Et donc ça pose la question de la nature de la sanction. Et la Cour de justice a longuement hésité. Il y a deux arrêts qui sont un petit peu contradictoires et que la Cour de justice a ensuite réconcilié, ce sera la diapo suivante. Les arrêts contradictoires, c'est l'affaire du Alprod. Dans l'affaire du Alprod, la Cour de justice juge que, en fait, si le contribuable est obligé de fermer sa boutique, pendant 15 jours, c'est uniquement parce qu'en réalité, il n'a pas respecté la réglementation. Et que puisque vous ne respectez pas la réglementation sur le droit d'assises, vous vous sortez vous-même du régime de droit d'assises qui vous autorise à avoir ce qu'on appelle un entrepôt fiscal. Donc en fait, vous ne déclarez pas votre activité, vous ne remplissez pas la documentation nécessaire, la conséquence, c'est que vous n'entrez pas dans un régime et ça n'est pas considéré comme une sanction par la Cour de justice. Et donc, dans l'affaire du Alprod, la Cour de justice dit on peut fermer un entrepôt fiscal, ça n'a pas le caractère d'une sanction, et donc ça peut être mis à la charge du contribuable, en plus de la répression pénale qui
qui est exercée dans le cadre pénal qu'on connaît. Dans l'affaire MV98, le contribuable a une autre approche, et a une approche qui consiste à dire oui, mais en même temps, il y a une sanction à me faire fermer mon entrepôt fiscal, à me faire fermer ma boutique. Pourquoi ? Parce que je suis dans une situation dans laquelle je vais perdre des revenus. Le fait de devoir fermer ma boutique va faire en sorte que je vais perdre de la clientèle. Et d'ailleurs, je ne vais pas la perdre que pendant les 15 jours durant lesquels je suis fermé. Mes clients, si je suis fermé pendant 15 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller ailleurs, ils ne vont pas forcément revenir après. Et donc, il y a une question qui se pose, qui est de savoir si finalement, malgré l'apparence d'une mesure administrative, il n'y a pas en réalité une sanction de nature pénale déguisée. Et la Cour de justice dit oui, il faut examiner le problème. Et puis, la synthèse de ces deux jurisprudences va être faite ensuite dans une décision plus récente, qui est la décision Vinal. La Cour de justice, ici, donc, indique de façon précise, premièrement, quand est-ce qu'on considère qu'une sanction administrative est en réalité de nature pénale, et puis ensuite, c'est le bas de la diapositive, les règles qui doivent s'appliquer en la matière. Et en l'occurrence, dans cette affaire, vous aviez quelqu'un qui vendait des cigarettes, qui avait, comme ça se passe encore, un système de caisse enregistreuse, qui avait oublié de passer un paquet de cigarettes à la caisse enregistreuse et qui avait pris 15 jours de fermeture. Et on retrouve une question ici, qui est la question de la proportionnalité. C'est la question de la proportionnalité de la sanction par rapport aux faits qui ont été faits. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que le principe nebis idem va s'appliquer en matière fiscale de manière assez fréquente sur le fondement de la Charte des droits fondamentaux. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de jurisprudence en matière de droit d'assises ou en matière de TVA, parce que ce sont des impôts harmonisés. Ce qui est indiqué ici ne vaudrait pas pour des impôts directs puisqu'ils ne sont pas harmonisés. Et donc, la Cour de justice indique premièrement quand est-ce qu'on considère qu'il y a deux sanctions pénales pour une même infraction, et deuxièmement comment est-ce qu'ensuite on peut ici les cumuler. Et elle rappelle ici, elle synthétise ici la jurisprudence qui était la sienne antérieurement. On voit ici finalement que dans le droit de l'Union européenne, il y a des transformations assez récentes. Et si on examine la jurisprudence de la Cour de justice, beaucoup d'affaires, jusqu'encore 2021-2022, étaient des affaires qui concernaient plutôt des affaires d'assiette, c'est-à-dire le calcul de l'impôt. On voit que la plupart des affaires rendues en 2023-2024 sont des affaires qui commencent à concerner les droits des contribuables, la Charte des droits fondamentaux. Et c'est, de mon point de vue, un sujet d'avenir. Alors, c'est extrêmement important pour nous parce que, comme l'a rappelé Alexandre, il y a un mouvement de pénalisation très important du droit fiscal, mouvement de pénalisation des fraudeurs, mouvement de pénalisation des avocats qui interviennent dans ces fraudes, ce qui est assez terrifiant d'ailleurs parce que vous êtes considéré comme fraudeur. Alors c'est pas un terme juridique, hein, mais vous êtes considéré comme fraudeur, par exemple, quand vous pratiquez un abus de droit. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'un abus de droit, mais il faut savoir quand même que l'appréciation de certains montages évolue dans le temps. Il n'y a pas très longtemps, des apports avec Soult était une opération pratiquée couramment par tous les conseils sans que l'administration n'y voie la moindre difficulté. Et un beau jour, Bercy a décidé que ça suffisait comme ça et a attaqué tous ces montages sous l'angle de l'abus de droit. Et un certain nombre d'entre eux ont été considérés comme des abus de droit. Alors quand vous êtes conseil et que vous avez fait ce type de montage alors que c'est parfaitement considéré comme normal par tout le monde, par toute la place, et que derrière, vous êtes poursuivi finalement pour fraude fiscale, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive dans les abus de droit, et vous conseil, vous êtes aussi poursuivi. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais donc dans ce mouvement de pénalisation du droit fiscal, vous avez donc une loi assez récente, enfin qui a quand même 5 ans maintenant, et qui dit que tous les dossiers, tous les redressements supérieurs à 100 000 euros qui comportent une pénalité de 80% ou une pénalité de 40% avec récidive, c'est-à-dire qu'il y a eu un dossier dans les 6 dernières années qui a eu 40%, c'est transmis automatiquement au procureur de la République. Donc, pour rattacher ça à nebis in idem, tout ça c'est très bien, mais donc vous avez des clients qui vont se prendre 2 fois 40%, c'est des pénalités qui sont quand même absolument non négligeables. Le dossier part au procureur et donc votre client est poursuivi à la fois
même temps pour fraude fiscale, avec des interactions entre les deux procédures qui sont très très mal foutues, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Le pénal va en général arriver avant la fin du fiscal, parce que les délais sont complètement différents en tribunal administratif que devant les tribunaux correctionnels. Et donc, vous allez potentiellement avoir une condamnation pénale avant même que le juge de l'impôt se soit prononcé. Il est absolument essentiel que la Cour de justice nous protège. Je dis nous parce que effectivement, les avocats aussi vont être poursuivis. Nous, alors vous allez me dire, on n'est pas dans nebis in idem pour les avocats, certes, parce que c'est pas nous qui supportons la pénalité de 40%. Mais enfin, que les clients soient effectivement protégés. Alors, protégés comment? Parce que effectivement, Alexandre l'a rappelé, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux, c'est bien, mais ça marche pour la TVA et puis pour les droits d'assises. Mais quand vous êtes en impôt sur le revenu ou en impôt sur les sociétés, ça marche pas. Alors, il y a la décision du Conseil constitutionnel, la fameuse décision Cahuzac sur le nebis in idem, qui a dit, en gros, en termes de pénalité, il ne faut pas dépasser la plus importante des deux. Ah ouais, d'accord, mais quand vous avez de la prison, c'est quoi le montant en fait de la prison? Donc on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien du tout. Est-ce qu'il y aura un contrôle de proportionnalité comme la CJUE le pratique? Aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà, tout simplement, on ne sait pas exactement dans quel sens ça va aller. Alors, avec le développement de ces poursuites pour fraude fiscale, qui ne dépendent donc plus de l'administration fiscale, mais d'une automatisation du système, on va vers une forme d'inconnu. Bon, certes, à un moment donné, ça va arriver ça va remonter à nouveau au Conseil d'État et probablement au Conseil constitutionnel pour affiner tout ça. Mais voilà, c'est assez inquiétant. Et peut-être pour conclure sur ce point, là, avant de parler d'avenir, ce qui est extrêmement important, en fait, c'est les réflexes qu'ont eu les conseils de ces contribuables. Et là encore, donc, ce que je vais vous dire, c'est pas valable uniquement en matière fiscale. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne recèle énormément de choses. Beaucoup de droits et de libertés sont reconnus. Et donc, il faut vraiment se poser la question quand des mesures prises à l'encontre d'une personne, dans notre cas en matière fiscale, mais c'est valable également dans toutes les autres disciplines, en fait, il faut régulièrement se poser la question de se dire, quand ça nous choque, est-ce qu'il n'y a pas un texte européen justement qui va nous protéger? Et la Charte des droits fondamentaux est d'une grande utilité ici. La force justement de ceux qui ont plaidé ces affaires, des avocats belges dont on parlait tout à l'heure, c'est précisément qu'ils sont sortis de leur documentation habituelle, qu'ils ont arrêté de faire que du fiscal, et qu'ils se sont dit, tiens, mais ça, est-ce que c'est pas contraire aux droits de l'Union? Et ils sont allés lire les textes, ils sont allés solliciter les textes. L'arrêt fondateur Schumacher, dont je vous parlais tout à l'heure, si les États sont exclusivement compétents, la compétence doit exercer dans le droit de l'Union européenne. C'est en allant chercher la jurisprudence non fiscale que les fiscalistes ont obtenu cette reconnaissance de la part de la Cour de justice. Et s'il fallait retenir une chose, c'est finalement qu'il y a dans le droit de l'Union des dispositions extrêmement protectrices, les libertés de circulation, l'interdiction des discriminations, la Charte des droits fondamentaux, que la Cour de justice est une juridiction qui est plutôt volontariste en la matière. Alors, on aimerait évidemment qu'elle aille plus loin, mais elle est quand même beaucoup plus volontaire que le Conseil constitutionnel. Elle essaye davantage de mettre en balance que ce que fait le Conseil constitutionnel les différents éléments. Là où le Conseil constitutionnel dit il y a un droit, mais il y a une justification, le plateau va forcément pencher du côté de la justification. La Cour de justice, elle recherche, le mot figure encore sur cette diapositive, elle va rechercher systématiquement la proportionnalité. Et ça veut dire aussi que le réflexe qu'on doit avoir, c'est d'arriver à dire oui, ce que vous faites, c'est justifié, mais ce que vous faites est disproportionné. Et c'est se poser la question finalement de moyens qui sont des moyens moins contraignants que ceux qui ont été utilisés. Oui, la fraude fiscale, c'est pas bien. Ne pas avoir enregistré ce paquet de cigarettes à la caisse enregistreuse, c'est pas bien. Mais regardez quand même les limites de l'action étatique, et les limites qui figurent ici, elles sont tout à fait saines et elles sont tout à fait bonnes. Et ça veut dire que dans toute discipline, en droit fiscal et en droit des affaires, il faut assez régulièrement se poser la question de savoir si finalement ces textes de droit dérivé ou ces mesures nationales ne sont pas contraires à ces normes qui sont des normes supérieures. Et mieux protéger à la fois au fond, mieux protéger aussi du point de vue de la procédure, c'est-à-dire que poser une question préjudicielle à la Cour est quand même quelque chose qui est relativement facile si on compare avec ce qui doit être fait quand on va invoquer la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
où il faut avoir préalablement épuisé les voies de recours internes. Et le mot épuisé est le mot qui sied tout à fait à cette situation. Et posez-vous la question, vous avez votre client depuis 10 ans, ah mais on peut encore saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, on a déjà perdu 4 fois. Est-ce que... Maître, comme proposez-vous? Alors, je vais en rajouter une petite couche, parce que ça me paraît assez essentiel. En l'espèce, il n'y a pas de grands avocats ou de petits avocats. Il n'y a pas une catégorie d'avocats qui peuvent utiliser ces outils parce qu'ils seraient plus intelligents que les autres. Il y a des outils qui sont à disposition de tout le monde. Et ça, c'est hyper important de se dire à chaque fois, mais il n'y a pas un truc là, il n'y a pas un truc que je pourrais utiliser. Et comme me disait Laurent Léon, qui est un ancien du Conseil d'État, qui venait faire des formations à Bordeaux il y a quelques années, du temps où il était au Conseil d'État, il disait, mais nous, quand les affaires arrivent au Conseil d'État, elles sont dans le formol. C'est fini, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. On va juger ce qui a été imaginé au départ. Et au départ, qui imagine les arguments? C'est vous. C'est vous. Et donc, imaginez qu'est-ce qui va se passer si vous êtes à côté de la plaque. Mais rien, le juge, il va juste écarter l'argument, c'est tout. Et quoi, vous serez ridicule? Mais même pas. Donc allez-y, utilisez les trucs. Utilisez ces outils parce que peut-être qu'au milieu de ces argumentations, il y aura un truc qui va percer et qui va vous faire gagner. Et franchement, il n'y a pas de honte à aller utiliser ces outils. Voilà, ça me paraît important d'y aller, quoi. Voilà, et être créatif. La jurisprudence, elle n'évolue pas comme ça. Elle évolue parce que les uns et les autres viennent proposer au juge, parce que il est indiqué que telle disposition protectrice doit être interprétée de cette façon-là. Et donc il faut regarder devant, il ne faut pas regarder derrière. Donc on regarde vers l'avenir là pour cette dernière séquence. Je reviens avec mon feu roulant de questions. Quelles sont les initiatives européennes en matière fiscale qui se profilent? Comment les opérateurs économiques vont-ils pouvoir les anticiper? Quelles sont les perspectives en termes de coopération politique, notamment pour lutter contre les paradis fiscaux? Et, arlésienne, se dirige-t-on un jour vers la création d'un impôt européen destiné à financer les ressources de l'Union? L'action européenne s'inscrit ici dans un cadre qui est plus global qu'un cadre mondial. C'est ce qu'on appelle les piliers de l'OCDE, pilier 1 ici, pilier 2 juste après. Les règles, pour les résumer, peuvent être présentées comme suit. Ce sont des mesures qui sont originellement dirigées contre les multinationales, mais qui vont à terme atteindre beaucoup d'entreprises, y compris la petite PME du coin. Le pilier 1 de l'OCDE, c'est une mesure, alors c'est un ensemble de mesures extrêmement complexes d'un point de vue technique, qui est destiné en fait à bien répartir la base imposable entre les États sur le territoire desquels les activités sont exercées. On va prendre un exemple très concret qui est celui qui a donné lieu à une jurisprudence importante du Conseil d'État, la jurisprudence Conversant. Vous êtes une entreprise et vous voulez qu'on fasse de la publicité en ligne à travers des systèmes de pop-up, par exemple, qui vont s'afficher sur les pages Internet. Et à un moment, vous signez le contrat électronique et on vous explique, mais c'est la même chose chaque fois que vous achetez une licence, vous n'avez pas marqué, c'est toujours du droit irlandais. Toutes les licences que vous signez, dès que vous achetez un truc sur iPhone, c'est du droit irlandais. La raison est simple, c'est que toute la propriété intellectuelle est localisée en Irlande, et en Irlande, il y a une tradition, c'est bien antérieur à l'économie numérique, de ne pas taxer lourdement toute la propriété intellectuelle. Et donc, j'achète le fait qu'on va faire de la publicité sur Internet, quand les consommateurs vont lire leur boîte mail, par exemple. Alors, la prestation a lieu où? Elle a lieu en France ou elle a lieu en Irlande? Dès lors que c'est dématérialisé, on a beaucoup de mal à appliquer un principe fondamental au droit fiscal qui est le principe de la territorialité. Je taxe là où la production a lieu. Prestation immatérielle, où a-t-elle lieu? Est-ce qu'elle a lieu en Irlande? Est-ce qu'elle a lieu en France? Est-ce qu'elle a lieu ailleurs? Et donc, par rapport à tout ça, l'OCDE a mis en place, il y a eu un consensus de plus de 140 États et territoires, un système disant voilà les règles qui vont s'appliquer pour localiser la base imposable. Et ceci a des conséquences sur les propositions de directives que fait la Commission européenne. Elle en fait aujourd'hui 3 qui sont en fait en lien avec ce pilier 1 de l'OCDE.
Une première proposition donc, qui est relative à ce qu'on appelle un cadre pour l'imposition des revenus des entreprises en Europe. L'acronyme anglo-saxon qui est systématiquement utilisé, c'est l'acronyme BEFIT. Et c'est l'idée selon laquelle, à l'échelle européenne, l'impôt serait payé dans un seul État, celui où le groupe a son siège. Une entreprise peut avoir des filiales ou des succursales dans d'autres États parce qu'elle produit en France, mais elle va vendre en Italie, elle va vendre en Espagne. Et normalement, qu'est-ce qu'on doit faire si on vend en Italie, en Espagne, en France? Eh bien, on va payer en France l'impôt français et on va remplir le CERFA français en langue française. Et puis en Espagne, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a forcément un CERFA espagnol qu'on va remplir à une autre date en appliquant d'autres règles, parce que notre fiscalité est complexe, la fiscalité espagnole l'est également, mais ce n'est pas la même complexité, ce n'est pas les mêmes règles. Et puis ensuite en Italie, et puis ensuite en Allemagne. Donc vous voyez le fardeau pour l'entreprise, lorsqu'elle doit déclarer des revenus dans autant d'États qu'elle exerce d'activité. Et donc l'idée ici, c'est de dire, profitons de ce système pilier 1 pour organiser à l'échelle européenne un système de guichet unique. Dès lors qu'on va remplir un certain nombre de conditions, on ne va pas remplir une déclaration en France, une déclaration en Allemagne, une déclaration en Italie, on va en remplir une seule dans l'État où on a son siège. Et on va, dans cette déclaration, faire la balance de la totalité des recettes dans l'Union européenne, quel que soit le pays, et de la totalité des dépenses dans l'Union européenne, quel que soit le pays. Et on va, sur une base plus ou moins harmonisée, être amené à calculer un résultat consolidé européen qui va donner lieu à une déclaration dans l'État où on a son siège. Et puis ensuite, donc cet État, c'est un système de guichet unique. Cet État va recevoir la déclaration, va ensuite se poser la question de savoir quelle est la fraction de l'impôt qui doit être reversée à l'Allemagne, qui doit être reversée à l'Italie, qui doit être reversée à l'Espagne. Mais en tout cas, il y a une seule démarche et un seul impôt à payer par le contribuable. C'est les États ensuite qui vont se débrouiller pour pouvoir faire ça. Alors on est en train de dire que l'objectif du BEFIT et l'objectif du pilier 1, c'est d'éviter la planification fiscale agressive des grandes entreprises. Or là, je suis en train de parler des entreprises qui sont des grandes entreprises multinationales. La conséquence, c'est que la Commission européenne propose un système pour les petites entreprises, c'est la deuxième proposition de directive qui a été formulée le 12 septembre dernier, pour justement les PME. Chaque fois qu'une PME aura une activité transfrontalière, l'idée, c'est de dire qu'au lieu, et c'est encore plus lourd, vous voyez, pour une PME que pour un grand groupe, de maîtriser la totalité des systèmes fiscaux, comptables, la question des langues, etc., des États, c'est de dire, si vous le souhaitez, c'est un système sur option, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un système en anglais toujours de home state taxation. Vous êtes taxé uniquement dans l'État où vous avez votre siège. Et les autres États ne vont rien vous réclamer. Vous avez une PME française qui va vendre, qui va avoir un établissement stable en Italie, ne vous ennuyez pas avec la fiscalité italienne. Déclarez tout à l'administration fiscale française et c'est elle ensuite qui va se débrouiller pour savoir quelle est la partie qui va être taxée au taux français en France, qui va être taxée au taux italien en France, collectée par la France et reversée ensuite à l'Italie. Donc ces systèmes sont des systèmes assez intéressants dans la perspective du marché unique. Intéressants sous réserve de quoi? Sous réserve de la complexité. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire un petit peu peur, lisez la proposition de directive BEFIT. C'est une 60aine de pages de journal officiel. Donc vous mettez ça dans un document Word en police 12, vous en imprimez 120 ou 150. J'ai de plus en plus de mal à faire les fiches de documentation pour mes étudiants qui vont respecter des standards qui peuvent être lus par eux. Donc il y a cet inconvénient qui est celui de la complexité. Et puis la dernière question, c'est une proposition de directive sur les prix de transfert, c'est-à-dire les transactions qui sont opérées à l'intérieur d'un groupe entre les sociétés. Ces trois projets qui sont sur la table, vous voyez, qui concernent l'assiette, c'est-à-dire la question de savoir où je localise la base taxable à laquelle je vais appliquer le taux d'impôt sur les sociétés. C'est ce qu'on verra juste après. Je ne sais pas si tu as des remarques sur ces propositions ou si on passe ensuite donc à ce qu'on appelle le pilier 2 en 3 minutes, sans aucune difficulté. Le pilier 2, c'est la fameuse imposition minimale à 15%. Et il y a un système extrêmement compliqué qui a été mis en œuvre dans le cadre de l'OCDE, c'est ce qu'on appelle les règles Globe. Et l'idée, là encore, c'est de vérifier que pour les groupes multinationaux, il y ait bien une imposition minimale de 15% qui a été prélevée. Si on veut le résumer, l'idée est la suivante. Soit vous avez payé 15% avec votre filiale allemande, et dans ce cas-là, ce qu'on vous demande, c'est de le prouver. Et c'est là où se trouve toute la difficulté de la réglementation, c'est que vous allez devoir remplir des centaines de pages de CERFA pour prouver que vous avez bien payé 15% en Allemagne. Soit vous avez payé 15% et tout va bien sous réserve que vous ayez rempli le CERFA, soit vous n'avez pas payé les 15%, mais pour tout un tas de raisons, vous avez payé 12%.
Or, vous deviez payer 15. L'idée, c'est que dans ce cas-là, la société française qui contrôle la société allemande doit payer un impôt complémentaire qui est un impôt complémentaire qui est égal à 3. Donc en fait, l'idée, c'est la suivante. Soit je paye un impôt minimal, 15%, et tout se passe bien, mais je dois encore le prouver. Soit je n'ai pas payé cet impôt minimal, j'ai payé moins. Et dans ce cas-là, il y a un système international assez complexe qui permet de faire payer un surplus d'imposition quelque part pour qu'au bout du compte, on ait bien une imposition au taux de 15%. Ceci a donné lieu, alors là, il y a un nid à contentieux fantastique, à une directive européenne, qui est la directive du 14 décembre 2022, dont vous avez les références. Pour dire les choses très brièvement, CERED, le pilier 2 OCDE, c'est du soft law. C'est ce qu'ils appellent des guidelines. Alors c'est 5 ou 6 ou 700 pages de documentation qui sont produites tous les trimestres, mais dans laquelle on dit voilà la manière dont on va appliquer ces règles-là. Ça n'a pas de valeur juridique. C'est pas applicable. L'Union européenne, pour les appliquer, a dit le mieux, ce serait qu'on en fasse une directive. Et donc, qu'a fait la Commission européenne? Elle a fait un copier-coller des guidelines de l'OCDE et elle en a fait une directive que les États membres ont dû transposer. Avec une difficulté qui est que, je vous dis, ces guidelines évoluent tous les trimestres. Ma directive date du 14 décembre 2022, donc les commentaires ont déjà été modifiés 3 ou 4 fois depuis. Et la difficulté vient de ce que la loi de transposition, donc c'est la loi de finances pour 2024 en France, indique qu'il s'agit ici de transposer une directive en la recopiant. Vous imaginez la taille du journal officiel. Et en disant qu'il sera possible dans certains cas, et on verra bien plus tard, d'aller plus loin que ce qui est prévu par la directive pour se conformer aux guidelines de l'OCDE. Et donc on a cette situation assez bizarre dans laquelle finalement notre droit national va, alors, grâce au droit de l'Union européenne, transformer du droit mou en droit dur et va le rendre obligatoire, mais avec cette difficulté qui tient à ce que les règles évoluent sans cesse. Et évidemment, tant que tout est synchronisé, tout va bien. Mais le jour où il y aura une désynchronisation entre l'OCDE, la directive européenne et la loi nationale, on va avoir d'importants problèmes de hiérarchie des normes. La Commission européenne veut aller plus loin. Il y a 2 propositions de directives qui s'inscrivent dans la même logique pilier 2, et on terminera par là. Une directive qui est destinée à lutter contre ce qu'on appelle l'utilisation abusive des sociétés écrans à des fins fiscales. C'est un système assez compliqué, mais c'est un peu la même logique que d'Axis et que DAC dont on parlait tout à l'heure. Dès lors qu'un certain nombre de circonstances sont réunies, on doit avoir un doute. On doit avoir un doute sur la réalité économique de l'existence d'une entreprise. Il y a ce qu'on appelle des marqueurs fiscaux. Et dans cette hypothèse-là, il y a tout un système de présomption, preuve, charge contraire, présomption, charge contraire, etc., pour arriver à savoir si oui ou non l'entité a une existence réelle ou si c'est pas simplement une société fictive, si on n'est pas dans une situation d'abus de droit. Et donc, dans l'hypothèse dans laquelle la directive serait adoptée, les sociétés qui rempliraient les conditions prévues par la directive se verraient exclure du bénéfice d'un certain nombre d'avantages fiscaux en matière conventionnelle, en matière européenne, etc. Et puis, on a un troisième mécanisme assez technique pour éviter ce qu'on appelle la sous-capitalisation. Lorsque vous voulez créer une entreprise, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez soit apporter de l'argent et vous recevez des titres, soit vous n'apportez pratiquement rien et vous lui prêtez, vous avez après un système de compte courant d'associés. Et donc, évidemment, il y a un certain nombre d'intérêts pour l'investisseur à retenir la deuxième solution plutôt que la première. Et qui dit intérêt pour l'investisseur dit inconvénient pour les finances publiques. Vous êtes taxé en intérêt et pas en dividende, donc c'est déductible. Et puis, il y a aussi la question des droits des autres créanciers, parce que le jour où vous faites faillite, si vous êtes associé de la société, vous êtes payé en dernier. Si vous êtes prêteur, vous avez peut-être un meilleur rang, vous passez juste après le fisc, mais peut-être avant d'autres personnes. Et donc pour éviter ça et pour éviter aussi d'avoir un endettement trop important, il y a cette idée d'utiliser l'outil fiscal pour favoriser davantage les apports et recourir un petit peu moins à l'emprunt. Voilà. Il y a beaucoup d'autres perspectives, évidemment. On essaie aussi de ne pas être trop technique, et je pense qu'il faut s'arrêter là. Sinon, on va finir par perdre tout le monde. J'ajoute juste un mot pour faire bonne mesure, puisque la TVA est le premier et le seul impôt européen. Vous avez aussi un projet de directive qui s'appelle VIDA, pour VAT in the Digital Age. C'est pour vous dire qu'effectivement, la question dont parlait Alexandre sur la territorialité de l'impôt, où sont situées les prestations de services pour la TVA, c'est aussi un sujet, et qui est pour le moment en discussion. Apparemment, les discussions ont échoué assez récemment, donc elle n'est pas encore sortie, cette directive, mais voilà, de prochaines modifications sur les plateformes de e-commerce notamment, et sur le dropshipping, comme on dit. Merci beaucoup à tous les deux.